indice de qualité de papier, et puis aussi de grosseur, est-ce que vous voulez du papier ou est-ce que vous voulez du carton. Et donc, si j'arrête un instant de faire de la régule, et que je regarde mon process, qu'est-ce que je peux en dire? Le lien entre ce que je veux, c'est-à-dire le grammage au final, autrement dit la densité de papier, pardon, la densité de matière par mètre carré, comment est-ce que je peux la réexprimer en fonction de ma variable d'entrée? Ma variable d'entrée, c'est quoi? C'est le débit de pâte à papier que je vais balancer dans ma machine pour en avoir en sortie mon papier qui a le bon grammage, qui a la bonne épaisseur ou la bonne densité. Et donc, par un bête calcul, vous pouvez faire le lien entre les deux. Si vous voulez avoir en sortie un certain grammage, ce grammage est mesuré en grammes par mètre carré, ici en sortie, par le système laser et autres. Vous faites simplement la conversion pour l'avoir en kilos, parce que ce sera intéressant après. J'ai rien fait de très intéressant. Ensuite, en tenant compte de la largeur de votre bande à papier, vous pouvez passer des kilos par mètre carré de votre papier au kilo par mètre cube que vous avez besoin d'emmener dans votre machine. Pas au kilo par mètre que vous avez besoin de balancer dans votre machine. Et quand vous avez vos kilos par mètre, autrement dit la masse linéique de papier à balancer, et que vous tenez compte de la vitesse de déroulement du papier, eh bien vous passez alors d'une notion de kilogrammes par mètre à des kilogrammes par minute. Et si vous connaissez la densité de votre pâte à papier, autrement dit les litres par kilo ou les kilos par litre, eh bien vous pouvez savoir combien de litres par minute vous devez balancer à l'entrée de votre machine pour avoir, in fine, les grammes par mètre carré que vous voulez en sortie de votre machine. C'est vraiment juste de la conservation de matière, il n'y a même pas de transfert thermique ou quoi que ce soit. Et l'avantage de voir ça, c'est qu'on a déjà une partie de la structure de régulation, on a déjà les feed-forward statiques. Et ils vont venir à la fois en suite consigne, comme souvent, et en réjection de perturbation, comme souvent. Et naturellement, vont apparaître également deux régulateurs qui vont se trouver en esclave. Donc, on est d'accord que je n'ai pas fait du tout de régule ici. Je dis juste que si je veux avoir ça en sortie, le grammage de mon papier, eh bien voilà ce que je peux dire que je dois mettre comme débit dans ma pompe. Et donc la structure de réglage, elle est déjà là finalement. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer à partir de ma consigne de grammage, je vais pouvoir calculer quel est le débit de pâte à papier que je dois balancer dans mon installation. Et puis j'ai un régulateur ici. Le régulateur ici, à votre avis, va jouer sur quoi? Le MV, mon régulateur ici, c'est quoi? L'ouverture de la boîte. Oui, sauf que j'en ai pas ici. La vitesse de la pompe. Je serais une vitesse de la vanne si j'avais une vanne, un organe de réglage. Ici, je vous ai montré que c'était une pompe. Donc ça va être la vitesse de la pompe. Donc voilà ma régulation. J'ai quoi comme structure de réglage ici? J'ai effectivement un feedback. Bien, pourquoi est-ce que j'ai un feedback ici? C'est le même exemple que ce qu'on a fait tout à l'heure, enfin la semaine passée. De nouveau, ce que je voudrais bien avoir, c'est un débit, mais je ne commande pas directement un débit. Ce que je commande, c'est une vitesse de pompe. Et donc, je demande au régulateur de gérer la vitesse de pompe pour que j'ai un certain débit. Grâce à un feedback, j'ai donc besoin d'une mesure de débit de pâte à papier. Donc ça, c'est mon feedback. Qu'est-ce que vous voyez encore d'autre dans ma structure de réglage qui est ici? J'ai un feed-forward en suivi de consigne et j'ai un feed-forward en perturbation. Vous voyez? J'ai même deux feed-forward en perturbation si je veux pousser un peu plus loin. Ils sont où? Je ne demande rien, c'est juste de suivre un peu. Le feed-forward en suivi de consigne, avec tout ce que je vais vous expliquer. Yes. Non? C'est quoi la consigne? Le feed-forward en suivi de consigne. C'est quoi mon objectif depuis le début? C'est d'avoir un certain grammage ici en sortie. C'est d'avoir un certain grammage ici en sortie. Donc, si je change mon grammage, je change directement ma consigne de débit. J'ai bien un feed-forward. J'ai bien que lorsque je change ma consigne, ça a un effet direct sur mon organe de réglage. Ici, il y a un esclave en plus, c'est vrai, mais c'est bien un feed-forward en suivi de consigne. Mon feed-forward en réjection de perturbation, vous le voyez aussi, à condition qu'elle soit mesurable,
condition qu'elle soit mesurable, je peux intégrer là-dedans mes éléments externes, vitesse de ma machine et densité de ma pâte à papier. Si c'est mesuré, eh bien, je vais en faire un feed-forward. Si ma vitesse augmente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement augmenter mon débit de pâte à papier. Et donc ici, c'est la consigne, c'est un feed-forward, ensuite consigne, apparaît naturellement un feed-forward de rejection de perturbation si ceci est mesurable. Dans ce cas-ci, il est même commandable par le même automate, donc ceci est clairement présent. Et la densité, on sait la mesurer également, donc on peut l'intégrer en feed-forward. Qu'est-ce qu'on va avoir également là-dedans qui va arriver comme élément de la structure de réglage? Mon régulateur principal, enfin ma régulation a pour objectif de contrôler la variable principale qui est le grammage. Est-ce que je vais avoir une bonne régulation de grammage avec ceci? Enfin, je vous dis que ça aurait été mieux en anglais. Est-ce que je vais avoir une bonne régulation de grammage avec ceci? Parce que oui, mais il y a pire. Je vais vous faire un mime. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. Hein. Vous êtes prêts? C'est fini. Pourquoi est-ce que ma régulation de grammage, elle ne va pas être bonne? Quoi? Parce qu'elle n'est pas mesurée dans cette structure de réglage. Si je veux m'assurer que j'ai une bonne structure de grammage, une bonne régulation de grammage, malgré des erreurs de modélisation dans tous les éléments qui sont ici, alors ici, à mon avis, je ne me trompe pas. Par contre, ici, la largeur de ma pâte à papier, elle dépend, elle n'est pas constante parce qu'elle dépend comment j'écrase mon bazar. Ça, c'est mesuré, c'est peut-être pas bien mesuré. Ça, c'est mesuré. C'est une mesure qui est sûrement pas fiable. Une mesure de densité, c'est toujours des trucs compliqués à mesurer. Autrement dit, est-ce que mon grammage va être bien contrôlé? Ben non, parce que mon suite consigne n'est fait que en feed-forward. Si je veux m'assurer d'avoir une bonne régulation, malgré des erreurs de modélisation, ce dont je viens de vous parler ici, qu'est-ce que j'ai d'office besoin? De mon feedback. Et donc, la structure de réglage doit absolument, si je veux une précision dans mon grammage, insérer un feedback de grammage. Et donc, on va insérer ce régulateur dans la structure de réglage. Ici, vous avez un régulateur qui va avoir la consigne de grammage qui apparaît, la mesure de grammage, on le met en feedback qui apparaît. Et puis, on va aller voir ici, de nouveau, comment est-ce qu'on va intégrer la sortie de régulateur dans la structure de réglage. Il y a plusieurs solutions possibles. C'était mon exemple la semaine passée dans un processus thermique. Donc, même chose, il faut aller réfléchir à la manière la plus intelligente d'insérer la sortie de ce régulateur dans les autres structures de réglage. Donc là, j'ai un bon suivi de consigne et une bonne réjection de perturbation en grammage. Ben non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai créé comme problème en faisant ça? Exactement le même problème qu'on a résolu là en mettant mon filtre F. J'ai mon suivi de consigne qui se fait instantanément ici. Si je ne dis pas ici à mon régulateur en feedback qu'il y a son petit frère qui est occupé à s'occuper du suivi de consigne et que du coup lui doit lui foutre la paix et uniquement ramasser ce qui reste à manger à la fin du repas, alors lui va me tirer dans les pattes en étant trop dynamique puisque les deux font le suivi de consigne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Exactement comme vous l'avez fait, on va rajouter ici la dynamique en suivi de consigne de la boucle fermée. Autrement dit, votre cahier des charges en suivi de consigne, le filtre F, de manière à ce que celui-ci voit une consigne qui est en fait correspondant à l'objectif que l'autre a. Il ne viendra juste l'aider, ne viendra que l'aider quand l'autre n'a pas bien fait son boulot à cause des incertitudes de modélisation. Et c'est exactement la même chose que ce que vous avez là, réimplémenté sur un autre process. Donc on revoit ici finalement une structure de réglage avec un suivi de consigne géré avec un feed-forward et un feedback, mais l'un et l'autre sont bien intégrés avec la remarque qu'on vient de faire. On voit du feed-forward en réjection de perturbation si ceci et ceci sont mesurés et intégrés dans la structure de réglage. Et vous voyez ici apparaître aussi une cascade. Et donc c'est comme ça qu'on commence à avoir des structures de régulation très simples. Autre exemple, c'est pour bien vous montrer comment ça se fait, oui. Bon, on l'a fait tout à l'heure pendant qu'on papotait de je sais plus quoi.
Autre exemple, pour montrer exactement la même chose, c'est celui qu'on a fait la fois passée. Donc, rappelez-vous, l'objectif, c'est de contrôler. Vous n'allez pas dire que vous êtes fatigué, quand même, mettez-vous à ma place un peu. Qui se fatigue plus ici? J'ai l'impression que je me fatigue plus que la somme de vous réunis. Mais vu le peu de réponses que vous me donnez à mes questions, je me dis que je ne l'ai pas mérité parce que c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Là, ça sent que mes collègues en amont l'ont pas bien fait. Je ne vais pas aller taper sur Madame Karine en primaire. Ouais, du coup, là, ça sent pire. Quoi? Là, ça sent pire. Ça va aller, ça. Déjà que tout à l'heure, je donnais des réponses. Et donc, l'objectif ici, si vous vous souvenez, c'est d'apporter de la chaleur, soit avec une chaudière, soit avec un échangeur de chaleur, à un fluide qui arrive par la gauche. On a dit qu'on mesurait sa température d'entrée TI, son débit d'entrée FP, et que notre objectif, c'était de réguler sa température de sortie. Et quand on a commencé à construire notre structure de réglage, ben, on avait déjà dit qu'on pouvait avoir une cascade. Est-ce que vous voyez la cascade ici? Ça présentait différemment. La cascade ici, elle est de quoi vers quoi? L'objectif principal, c'est de réguler T0. Donc, T0 est ici un capteur et un régulateur qui sort avec le signal bleu un signal de consigne de débit, qui est donc vu par son régulateur esclave, qui est un régulateur de Ouverture de vanne. débit. C'est un régulateur de débit qui lui joue sur Ouverture de vanne. l'ouverture de vanne. On a bien deux cascades, exactement comme j'ai dessiné au tableau, sauf que la manière de dessiner ici correspond souvent à ce qu'on voit sur ce qu'on appelle des PNID, dont vous avez déjà parlé dans je ne sais plus quelle Instrumentation. instrumentation. Donc ça, on en avait déjà parlé. Quel est l'avantage de la cascade dans cet exemple-ci? Dégager la non-linéarité. Non-linéarité de la vanne. Réaction rapide aux perturbations en amont de la variable intermédiaire, par exemple ici, la pression d'alimentation du combustible. Ça, on l'avait déjà dit. Et ici, on est en train de parler du feed-forward. Et rappelez-vous, on a fait un bel calcul de bilan. Donc, c'est là pour lequel je vous disais, c'est même pas de la régulation, c'est du process, de la connaissance du process. Dans ce cas-ci, merde. Donc, on avait dit qu'en vert, on avait simplement le résultat d'un bilan de puissance. Donc, ce n'est pas l'automaticien qui a inventé le bilan de puissance. Hein. C'est le process qui vous dit qu'à l'équilibre, eh bien, j'aurais fait la puissance donnée par l'un et la puissance reçue par l'autre. C'est ce qu'on a fait et on a mis en évidence l'équation que vous voyez ici en vert. Donc maintenant qu'on en a parlé un peu plus précisément, en vert, vous avez quoi? Un suivi de consigne, un feed-forward en suivi de consigne ou en réjection de perturbation? En suivi. Quoi? En suivi de consigne. Non. Oh. En suivi de consigne ou en réjection de perturbation? Non. Les deux. Ah oui. La consigne, c'est la consigne de T0 que je veux avoir là-bas. Donc c'est T7 point qui est ce que je voudrais avoir en 0, ça peut être T0 set point. Et en vert, on a le bilan thermique, thermodynamique, bilan de puissance qu'on a évoqué la fois passée. Et vous voyez qu'il intègre la consigne de température de sortie, la température d'entrée et le débit d'entrée. Et ça nous calculait ici. C'était quoi ici? Le signal? Nature de signal? C'était un débit de gaz. Et donc ce débit de gaz va être additionné en sortie du régulateur T0. Attention, T0 ici un capteur et un régulateur. Et donc on a bien un régulateur maître. À l'arrière, en aval, on vient rajouter l'effet du feed-forward, de suivi de consignes et de perturbations qui sont mélangées, tout à fait process, comme je vous le disais, et qui vous apporte ça gratos. Surtout c'est que c'est statique, mais souvent c'est suffit. Et on a ici derrière l'esclave. Et la seule chose qu'on a rajoutée aujourd'hui, parce qu'on a plus parlé en détail du feed-forward, c'est attention, bien rajouter le filtre F2S, le modèle de référence, la dynamique ensuite consigne. Pourquoi? Encore une fois. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour que le régulateur ne fonctionne pas en réjection. Pour, in fine, éviter un double effet, une réaction et par le feed-forward de suite consigne et par le feedback, alors que ici, c'est clairement pas ce qu'on veut. On a dit que c'était tellement simple d'imposer la dynamique en suite consigne par le feed-forward qu'on allait lui demander à lui seul de faire le feed-forward de suite consigne, et le reste, les zéros de modulation, les billets,
ça sera pour le feedback. Et on avait dit en parlant de cette structure de réglage, les croissants, c'est méthode ennemie pétant. Vous pouvez vous mettre ici devant vous. Ouais. Je peux te mettre ici devant vous. Ah, non, mais... Très important et que c'est intéressant de réfléchir à ces choses-là. Oui. On peut prendre une pause. Tu dis que c'est pour la voiture, est-ce qu'il peut? Hein? Tu dis que c'est pour la voiture. Hein? Les encodés des mots. Mais il l'apprendra jamais. Quoi? C'est quoi l'avantage, les inconvénients, l'avantage d'un feed forward et d'un feedback? Sachant que vous avez déjà fait ça en première, en deuxième, en troisième. Quoi? Non, les avantages et inconvénients de chacun. Et ensuite, du coup, on les combinera parce que chacun a des avantages. Chut, c'est vous exprimer. Ah, bah toi, c'est une question spéciale. Je vous donne les questions d'examen, c'est pas un jeu de pied, tu vois. Qu'est-ce qu'on vient de dire pendant les demi-heures? Il existait deux types de feed forward. Un pour les perturbations et un pour le suite consigne. Donc le feed forward n'est pas que pour l'injection de perturbation. Parce que tu n'es pas venu ce matin. Et donc, quels sont les avantages et inconvénients? Tu ne m'as pas répondu, tu n'as pas dit dans quel cadre ça s'utilise. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un feed forward? Oui. Donc le feedback ne sait pas le faire. Le feed forward, qu'est-ce qu'il nous apporte en plus? Tu peux choisir un ami. Oui. C'est pas encore. Tu peux choisir un ami qui a écouté. Oui. C'est quoi? C'est un des avantages de la boucle ouverte du feed forward, il n'y a aucun risque d'instabilité. Sous-entendu, on peut aller aussi vite qu'on veut, il n'y a aucun risque. Mais qu'est-ce que ça amène vraiment comme valeur ajoutée? Donc ça, c'est un risque qu'on n'a pas, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que ça amène comme grosse valeur ajoutée? Le feed forward en réjection de perturbation, pour être dans ton sens d'abord. C'est quoi le gros intérêt par rapport au feed forward, au feedback? C'est pas un truc de... Donc le feed forward en réjection de perturbation, son gros objectif, c'est d'annuler l'effet de la perturbation avant même qu'elle n'arrive sur la sortie. Oui, bah, c'est un peu faiblard, c'est pas très technique. Tu peux aller t'asseoir, c'était parfait. Question suivante, pour résumer ce qu'on a fait ce matin. Un truc sur la cascade, quand même. C'est quoi l'avantage d'une cascade? Pourquoi est-ce qu'on a un intérêt à implémenter une cascade? Et quel est l'inconvénient? Parce que ça nous rend en plus. L'avantage, c'est pas de complexifier la structure de réglage. Non, 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 c'est l'inconvénient, c'est de complexifier la structure de réglage. Après, l'avantage, c'est d'avoir des consignes qui dépendent de la structure intérieure. Ou on peut savoir, par exemple, que vous avez donné avec des beacons, si on en fait, si on a une consigne, par exemple, sur la. J'ai pas entendu j'ai entendu beaucoup de mots, mais absolument pas ce qu'il faut. Annuler les annuls. Quoi? Annuler la non-linéarité. C'est pas le premier auquel on pense, mais c'est vrai, tu aurais pu citer celui-là. Mais le gros, c'est surtout lié aux perturbations. Quel est le lien entre cascade et perturbation? Ah, ça permet
mettre la réjection. Dans par exemple, on a la température. Si on a la température qui change à l'intérieur du sommeil, normalement, on va avoir une structure réglage des valeurs de si par exemple, corriger par exemple la température, à l'intérieur de la on sait qu'on a Une phrase super longue, donc il n'y a toujours pas l'information. Est-ce que vous trouvez que l'information importante est là? C'est quoi l'information importante? Ça améliore la réjection de perturbations, mais quelles perturbations? Les perturbations, Interne. les perturbations qui apparaissent En processus. en amont de la variable interne, autrement dit, sur l'entrée du système, autrement dit, sur la partie rapide du processus. Et un des effets, c'est quelque part un peu la même chose, mais c'est tellement important qu'on réussit en plus, c'est le fait qu'on linéarise l'organe de réglage. C'est très bien, tu peux aller t'asseoir. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre à poser comme question concernant la combinaison des structures de réglage? Est-ce que... Oui? Non? Quand on a une structure en cascade, quel est le risque pour le régulateur maître s'il est mal conditionné? Pas difficile, pas méchant comme question. Il faudra vous donner toutes les questions d'examen. Oui. Avoir du wind-up, parce que si on relance de casquette pour savoir si on est en auto, en aval, comme ça. Sauf que pourquoi est-ce que c'est un petit peu plus subtil pour le maître que pour l'esclave? Parce que le maître, lui, voit. Allez, il sort une valeur qui est juste une valeur, c'est pas vraiment. Il n'y a pas la hauteur et la lower limit. L'esclave, on connaît facilement ses limites d'opération min et max parce qu'on attaque directement l'organe de réglage. Le maître, c'est pas ça. On a une variable intermédiaire. Il n'y a pas vraiment de raison de limiter. On va devoir gérer le build-up du maître en tenant compte des limitations atteintes par l'esclave. La seule chose qui est physiquement limitante, c'est l'organe de réglage. Or, le maître ne pilote pas directement, il le pilote à travers l'esclave. Je peux inciter d'autres raisons pour lesquelles on pourrait quand même avoir des limitations de process en sortie du maître, et donc il faut bien les intégrer comme étant des limitations de régulateur. C'était très bien. C'était qui a répondu? Parfait. À votre avis, pourquoi est-ce que quand on a un feed-forward en suite consigne et un feed-forward en réjection de perturbation, on ne peut pas les combiner sans faire attention à l'interaction entre les deux, mais on doit rajouter un troisième élément pour filtrer la consigne vue par le feedback. Qui peut l'aider? Ouais. On le met pour. La question, c'est le but de mettre ça, le but d'implémenter ça. Non, si je ne le fais pas, j'ai des problèmes. Oui. Qu'est-ce que je dois faire et pourquoi? Du coup, C'est quoi la question? mettre la fonction F2S, là, qu'on a mis, C'est quoi F2S? C'est c'est le cahier des charges. C'est le C'est-à-dire, Vous n'étiez pas là tantôt, donc il faut être un peu clair. Hein. C'est quoi F2S? c'est-à-dire C'est la dynamique la que l'on va imposer ensuite consigne pour coller au cahier des charges. Donc typiquement, c'est une fonction de transfert qui a le temps de réponse, le temps de montée, le dépassement qu'on nous impose en cahier des charges pour la partie suivi de consigne du cahier des charges. On modélise ça par une fonction de transfert qui a ce temps de réponse, ce dépassement, ok, ça c'est F. Et qu'est-ce que tu disais qu'on en fait? On la met juste avant du feedback, histoire que lorsqu'on a le suivi de consigne par un feed forward, le feedback ne s'occupe que de la partie réjection, de perturbation, à Erreur cause de modélisation. des erreurs de modélisation. Suivi de consigne en erreur de modélisation, parce que H et H-1 ne se compensent pas, et réjection de perturbation, comme il le fait. C'est très bien. Tu dois venir au mieux. Il y avait un concert hier? Un concert, ok.
Euh, Tu as un échangeur dans lequel on fait passer, on va être gentil, de l'eau à réchauffer. Il faut réguler la température de sortie de l'échangeur. On pousse de l'eau froide, elle doit en sortir chaude. Et on chauffe cette eau grâce à un serpentin, l'autre côté de l'échangeur, qui permet d'amener un fluide chaud. Et l'objectif, c'est que ce fluide chaud ait un débit tel qu'il réchauffe assez le fluide primaire dont on vient de parler. Qu'est-ce que tu proposes comme structure de réglage? Quel sera notre PV? Quel sera le PV? La température de sortie de l'eau à régler, donc de mon circuit primaire pour utiliser le vocabulaire que je disais. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? Les structures de réglage, on peut choisir. La structure de réglage la plus belle, c'est quoi? Un feedback point bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai un peu changé, j'ai pris un échangeur avec deux circuits, circuit primaire et circuit secondaire pour ne pas refaire une chaudière. Donc sur quoi est-ce qu'on va jouer? Alors les débits d'eau froide, tu peux jouer dessus, mais alors tu es en train de limiter le débit que tu veux réchauffer. Ce serait logique de travailler uniquement sur le débit d'eau chaude, donc de l'autre côté du circuit, et si la température à régler en sortie du circuit primaire est trop froide, augmenter le débit d'eau du circuit secondaire. Pourquoi est-ce que ce système-là est non linéaire? Pourquoi est-ce que ce système est non linéaire? Si on a un bâtisseur, une vanne ou une pompe, donc c'est pas ça, c'est dans l'aspect thermodynamique que la non-linéarité est. Souvenez-vous dans l'exemple dont on avait parlé. Pourquoi est-ce qu'il est non linéaire ce système-là? Quelle est la différence de comportement à bas débit et à haut débit? Sachant que la dynamique, c'est le transfert de chaleur, du primaire vers le secondaire vers le primaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la différence du transfert de chaleur à bas débit et à haut débit? En termes d'efficacité et de temps de réponse. Si mon débit circule à 15 milliards de mètres cubes par seconde, il n'y a presque pas de temps de réchauffer l'autre. Et donc, par contre, à bas débit, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de temps et l'échange, du coup, va être meilleur. Donc, qu'est-ce que ça va changer dans ma fonction de transfert, dans mon process? Quelle partie? Gain, dynamique, temps de réponse, constant de temps mort. Et le gain? Est-ce que le gain va changer? Pourquoi? C'est très bien. Tu peux être couché. Et toi, qu'est-ce que vous avez encore comme dernière question, mais rapidement, parce que sinon on va rater la pause. J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut régler le trop pour avoir une pause à temps? Les signes les signes des régulateurs. Ah, très bien ça. Quelle est la conséquence d'une erreur de signe sur le gain d'un régulateur en feedback et d'un régulateur en feed-forward? C'est-à-dire que les laboratoires de régule avec moins de dépassés. Donc, tu le sais très bien. Mais on va pas inverser. Donc, si on s'est trompé dans ce qu'on a calculé comme gain pour un régulateur en feedback, il y a des conséquences. Si on se trompe dans le calcul, dans l'implémentation d'un gain en feed-forward, il y a des conséquences. Quelles sont chacune de ces conséquences? Une erreur de gain sur un régulateur en feed-forward, une erreur de gain sur un régulateur en feedback. C'est pas grave. Pour lequel? Le back. Bien sûr. Un feedback, ça peut être instable. Tout à l'heure, on a pas dit feed-forward. Tu viens de me dire feed-forward. Donc, si tu te trompes d'erreur de gain, si tu te trompes sur le signe du gain d'un régulateur en feedback, c'est quoi la conséquence? De La boucle fermée. La boucle Et fermée. si tu te trompes pour un feed forward, et la conséquence? Instabilité? Non. Quoi? C'est pas grave? Mauvaise réception.
Ça fait quoi? Excuse-toi, ils sont en train de perdre du temps. Ils se sont levés à temps, ils ont fait l'effort. Peut-être le temps. Ça va être difficile à convaincre, ça. Ça augmente pas le temps. C'est tout, ça. Un feed-forward en réjection de perturbation, c'est quoi l'idée? Un feed-forward en réjection de perturbation, l'idée de base, c'est compenser l'effet de la perturbation en créant quelque part une perturbation opposée. Sauf que si on se trompe de sens, qu'est-ce qui se passe? Non. Au lieu de compenser, au lieu de créer un effet de compensation, parce qu'on va dans l'autre sens et qui se compense, ben, on crée un effet dans le mauvais sens, ils vont tous les deux dans le même sens, et ça multiplie par 2 l'effet de la perturbation. Au lieu de la tuer, de la multiplier par 0, on la multiplie par 2. Mais c'est pas instable, la conséquence est tout à fait différente. C'est très bien. Et donc on était en train de discuter de différents exemples de feed-forward en insistant vraiment sur le fait que souvent, vous n'avez même pas besoin d'avoir directement l'approche régulation, automaticien, mais l'approche process suffit. Petit exemple ici sur un exemple de traitement de fumée. Vous avez des fumées qui sortent d'un four de cimenterie, d'une centrale électrique, d'une turbine à gaz ou quoi que ce soit, et on va faire du traitement de fumée pour des questions évidentes d'environnement, essayer d'être le moins dégueulasse possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on traite des fumées pour essayer de diminuer les NOx, donc les NO et NO2, donc les oxydes d'azote. Donc, c'est dans cet exemple-là qu'on parle. Il y a d'autres traitements de fumée, hein, enlever les cendres, des choses comme ça. Ici, on parle du traitement chimique des NO et NO2, on parle de NOx. Donc, on va parler ici d'une installation de dénox. Et pour tuer, compenser les dénox, on doit injecter un produit chimique dedans. Et ce produit chimique, c'est quoi à votre avis? Vous le connaissez? Vous en mettez dans votre diesel, de la blue, qui n'est rien d'autre que de la vis. Alors, comme on va parler un peu scientifiquement, on va dire de l'ammoniac. Et donc, on va effectivement injecter de l'ammoniac dans les fumées pour essayer que les NOx, les NO et NO2, on va appeler ça les NOx, l'ensemble des NOx, soit en sortie de l'installation, en sortie de cheminée finalement, compliant, respectant aux obligations environnementales. Et donc, on va avoir une consigne de NOx qu'on ne pourra pas dépasser. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Je vous rappelle qu'on parle du feed-forward, et l'idée, c'est de simplement dire que le feed-forward apparaît de manière très naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce processus-ci? On fait de la chimie. C'est pour ça que vous avez fait de la chimie pendant quelques années, c'est pour arriver aujourd'hui, et ça va faire simplement votre réaction d'équilibre qui vous montre que si vous associez des NO et des NO2 avec de l'ammoniac, eh bien, on va finalement réussir à tuer ces NO qui sont ceux qui sont mauvais pour l'environnement, et on aura simplement de l'eau et de l'azote qui ne créent pas de problème pour l'environnement. Et donc, ceci étant simplement une règle stéchiométrique, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de process? Je dois mettre autant d'ammoniac que quoi? Autant d'ammoniac que les NOx que je veux tuer. D'accord? Donc, première remarque, j'ai un certain nombre de NOx en entrée de ma dénox. Ça, je les mesure. Je veux absolument qu'en sortie de NOx, je sois compliant au niveau environnemental, donc je ne dépasse pas une certaine quantité de NOx. Alors, pour des questions financières, malheureusement, on n'essaye pas de faire mieux. Donc, si on doit être en dessous de 100 mg de NOx par mètre cube de fumée, ben, on essaiera de viser 100 et pas 50. Pourquoi? Parce que l'installation doit être alors surdimensionnée, parce qu'il y a plus de consommation d'ammoniac, etc. Donc, retenez qu'on ne vise pas 0, on vise une consigne de NOx en sortie, on mesure les NOx en entrée, et avec ça, le feed-forward devrait nous dire, bah, tiens, injecte autant d'ammoniac. Qu'est-ce que vous avez comme information qui vous permet de calculer ce feed-forward, et donc de dire, pour telle mesure de NOx en entrée, telle consigne de NOx en sortie, voilà la quantité d'ammoniac que je dois injecter. Les coefficients scientifiques, on fait le rapport des deux. Vos coefficients stéchiométriques ici, finalement, c'est rien d'autre qu'une règle de 3. Autrement dit, si j'ai 2 fois plus d'NOx, alors, n'en prenons qu'un des deux, sinon le facteur n'est pas le même, mais en fait, on s'en fout complètement. Si j'ai 2 fois plus d'NOx, je dois avoir 2 fois plus d'ammoniac. Attention, là, je suis en train de parler en molécules. De quoi est-ce que je dois tenir compte également? Quand on va parler d'NOx, la consigne, je vous l'ai dit, va être en milligrammes par mètre cube. Donc on doit également tenir compte du débit parce qu'en fait ça cache l'idée de concentration.
Et donc, à votre avis, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer le débit d'ammoniac que l'on va devoir injecter pour respecter notre consigne d'NOx? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour ça? C'est des règles de 3. La consommation en entrée, donc les NOx en amont de l'installation. Je dois connaître ma consigne d'NOx en aval. Comme ça, j'ai la différence entre les deux. C'est le nombre d'NOx que je dois tuer. Et donc, avec la règle de 3, je connais le nombre de molécules d'ammoniac que je dois mettre pour tuer cette quantité d'NOx. Et comme je suis en concentration, qu'est-ce que je dois encore faire? Multiplier ça par le débit de fumée. Okay. C'est rien d'autre que ça. Donc, de nouveau, c'est un bel bilan. Et c'est quasiment tout le temps ce qu'on trouve pour le calcul de feed-forward. Des bilans de volume, des bilans de masse, des bilans de molécules qui vont permettre de calculer le feed-forward. Et donc, c'est bien ça qu'on va avoir ici dans l'installation. Le graphique, ça ressemble évidemment à ce que vous aviez avant pour la pression chauffe. Mais vous voyez qu'ici, on a de la gauche vers la droite un débit de fumée qui sort de la chaudière, de la cimenterie, il rentre dans la inox. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En plus, il faut réguler une certaine température, etc. Sinon, la réaction chimique ne se fait pas. Et donc, ici, on va se contenter de faire le bilan des NOx. On va devoir calculer un certain débit d'NH3, donc d'ammoniac, pour essayer de tuer nos NOx. Donc, cette structure de réglage qui est dessinée ici, qu'est-ce que c'est une structure de réglage? Quoi? Un feed-forward avec cascade aussi. Où est-ce que vous voyez un feed-forward? Brian is in the kitchen, et le feed-forward, je sais pas où il est. Est-ce que quelqu'un voit un feed-forward là-dedans? Non, vous avez la mesure des NOx en sortie. C'est ce que vous voulez réguler comme variable principale. Vous avez sa consigne, ce n'est pas indiqué ici, donc elle est supposée constante. La sortie du régulateur des NOx, donc mon dessin bleu, ma flèche bleue, c'est quoi? Tout est là. Vous voyez, le régulateur de quoi? Le régulateur de débit d'ammoniac, le F de flow, et le régulateur de débit d'ammoniac est donc en esclave du régulateur des NOx, et lui va piloter quoi? La vanne de réglage d'ammoniac. La vanne ou la pompe, dans ce cas-ci, c'est la vanne de réglage d'ammoniac. Donc, combien de mesures j'ai besoin pour cette structure de réglage? Deux, pour l'instant. Toi, tu pourrais en rajouter une troisième si tu me le justifies. C'est vrai. Je pensais. Ah oui, non, alors on n'est pas encore dans cette structure de réglage là. J'ai vu que tu allais dire qu'on avait besoin aussi du feedback de la position de la vanne. Des fois, on le fait, c'est pas indispensable. Donc, ici pour l'instant, vous avez une structure simplement avec une cascade. On va maintenant rajouter le feed-forward que vous venez de comprendre, une règle de 3 pour la proportion NOx NH3 et le fait que ce soit en concentration et donc on va multiplier par le débit de fumée. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir, enfin, qu'est-ce que je pourrais faire comme structure de réglage plus simple que ceci? Autrement dit, j'aurais quoi? Oui, mais donc qu'est-ce que je dire sur quel régulateur fait quoi? J'ai combien de régulateurs si j'ai juste un feedback? Un seul régulateur, il a voit comme consigne et comme mesure quoi comme signal? Les NOx mesurés en sortie qui sont une concentration, et la sortie du régulateur, c'est quoi? Directement la position de vanne. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on va rarement faire? Non, Parce qu'on va être très 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 sensible à la non-linéarité de la vanne et aux perturbations, encore une fois, de pression d'injection de l'ammoniac. Et donc, on va rarement se satisfaire d'un régulateur en feedback. On va souvent mettre deux dans ces applications ici. Et en réalité, la solution à un régulateur, on va la garder en solution de secours. Je pense à quoi en disant ça? On le fait vraiment? Non? Pas vraiment sur quoi? Lequel? Le régulateur de débit. Si mon régulateur de débit est en défaut, donc ça veut dire quoi? On en a parlé il y a quelques semaines. Soit il s'est arraché, vous n'avez plus la connexion. Comment est-ce que l'automate sait voir ça? Parce que vous n'avez plus votre 4 milli qui est l'inférieur, si vous travaillez en 4 milli. Soit vous commencez à voir qu'il y a des comportements anormaux, qu'il y a des variations plus rapides que ce qui serait physiquement possible, etc., etc. Alors, dans votre structure de régulation, vous devez prévoir d'intégrer ce défaut de mesure. Et alors, on bascule en mode régulation simple, donc juste un régulateur,
Mais attention, on aura le régulateur qui va être assez lent, parce que sinon, on sait qu'il risque d'être victime d'inégalité de la vanne, etc., etc. Et ce qu'on fait surtout quand on fait ça, c'est qu'on envoie une alarme à l'opérateur ou à l'équipe de maintenance. On dit problème de capteur, ils doivent foncer sur le capteur parce que c'est un mode dégradé. Donc, ça permet de continuer à faire tourner l'installation, mais il faut absolument réagir le plus possible. Normalement, il n'y a pas de redondance. Si. Alors, ce que je viens de dire, c'est évidemment que toutes les redondances sont mortes. Si vous avez assez de redondance, l'idée c'est de ne pas arriver dans ce cas-là. Et quand vous avez un défaut mesure, s'il y a des redondances et qu'elles n'ont pas suffi, et on passe en mode dégradé. Oui. Si on a un problème sur la régulation de la vague et que, par exemple, on contrôle via notre écran, on voit qu'on est en train de la bouger, mais physiquement, elle bouge pas. Alors, on va faire la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que on a quasiment tout le temps. Alors, soit c'est software, donc c'est dans l'automate, on utilise, et c'est ma remarque de tout à l'heure, la consigne de position de la vanne et le retour de position de la vanne. Et si on voit qu'on a un écart entre consigne de position et mesure de position qui est plus grand que 5% pendant 30 secondes, alors même chose, on génère un défaut. Sauf que si on a ce défaut-là, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs choix possibles. Si on a un défaut repéré, on dit que la vanne ne bouge plus. Si on ne voit pas dans l'écran que la vanne ne bouge plus. Ouais. Pour nous, on dit dans notre écran que la vanne souffre à 80% et qu'elle ne souffre pas. Oui, d'accord. Donc ça, on vient de dire, on sait repérer ça. Et donc si on voit que on demande à la vanne de soit à 80% et qu'après 30 secondes, elle n'est pas arrivée, elle est encore trop loin, elle est à 70%, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on fait certainement une alarme. Et alors il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit on dit, et c'est extrêmement dangereux dans cette application aussi, que la vanne ne suive pas la mesure et donc je passe en solution de repli, je me remets en mode manuel, je mets l'installation de protection ou un truc comme ça. Soit on se dit, et c'est pas la cata, ma vanne a peut-être un problème, mais je peux continuer à travailler, à réguler avec ça. Au pire, qu'est-ce que je vais avoir avec les problèmes typiques de vanne qui créent les oscillations dont on a parlé. Et si c'est pas critique, on va la laisser travailler en boucle fermée, et on va juste envoyer une alarme à l'opérateur, à la maintenance, etc. Donc à chaque fois, les défauts de l'instrumentation, il faut voir ce que j'en fais. Donc je reviens sur ce que je dirais. Mais je reviens les candidats avec les super-contrats, donc c'est quand on ne peut pas continuer l'entrée du filet, que ça correspond à. Alors ça va dépendre. Dans la plupart des applications, elle n'est pas commandée. Donc on ne va pas le faire automatiquement par la régulation. Mais par contre, c'est ce que les opérateurs font souvent. Alors des fois, c'est prévu dans les automatismes, mais les opérateurs le font. Quand il y a un défaut, ils vont baisser la charge de la machine parce qu'ils passent eux-mêmes en mode dégradé. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ici. Mais non, c'est pas parce que la vanne, si la vanne est pétée, peut-être que même à pas demi-fumée, on n'est pas content. Donc là, il y a d'autres qu'on va décider ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle des études de danger, des études ASOP, donc le H de hasard de machin rôle, pour lequel on va définir tous les scénarios possibles quand on a des pertes de mesure, la casse dans l'instrumentation, etc., etc., etc. Donc on est en train de parler de la partie feed-forward. On vient de voir que dans cet exemple également, on pouvait générer la formule du feed-forward de manière très process. On a vu que c'était une règle de 3 plus tenir compte de la densité. C'est exactement ce qu'on a ici. De nouveau, simplifié dans ces blocs de fonctions. Mais ce bloc-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement que la consigne de sortie, c'est d'avoir 100 ppm. Si je mesure que j'en ai ici 300, eh bien je sais calculer que j'ai 200 ppm à tuer. Ma règle de 3 m'a dit que pour 200 ppm à tuer, eh bien je dois avoir autant de molécules, une concentration d'autant d'ammoniac. Et en tenant compte de mon débit de fumée, je peux ici calculer le débit d'ammoniac que j'ai besoin. Donc j'ai ici mon débit d'ammoniac qui va venir ici en feed forward, demander ce débit à l'esclave. Et ici j'ai un débit d'ammoniac qui vient de mon feedback. Est-ce que ce feed forward est un feed forward en suivi de consigne ou en réjection de perturbation? Qui dit suivi de consigne? C'est très bien. Qui dit réjection de perturbation? C'est très bien. Qui dit les deux? C'est très bien. Qui n'en a rien à foutre? Parfait. Donc vous voyez bien que la consigne intervient dans le calcul. Donc on fait une consigne avec ce feed forward, le calcul vert. Vous voyez bien que c'est les deux perturbations qui interviennent dans le calcul vert, le calcul du feed forward. Donc les deux perturbations, concentration d'entrée et débit de fumée, sont bien reprises comme ayant chacune leur voie
de réjection de perturbation. Si vous avez une brusque augmentation de débit de fumée, le débit d'ammoniac s'adapte automatiquement sans avoir besoin d'attendre l'effet sur les NOx en sortie. Si vous avez une brusque augmentation des NOx en entrée, même chose, on n'attend pas de voir l'effet sur la sortie. Oui. La bonne réponse, c'est qu'il fait les deux dans le feedback. Il fait clairement, non, c'était le feed forward. Ah, pardon. Le feed forward ici, Oui, il ne faut pas généraliser ça. Dans cet exemple-ci, vous voyez bien que le bilan chimique qu'on fait utilise les NOx en sortie, les NOx en entrée et le débit de fumée. NOx en entrée, c'est la consigne, donc le feed forward fait une consigne. Les deux autres, c'est les perturbations. Le feed forward fait la réjection de perturbations pour ces deux perturbations mesurées. et pour les autres perturbations non mesurées, c'est la boucle fermée. C'est la cascade. L'esclave qui va s'occuper des perturbations non mesurées présentes sur la première partie du process, typiquement la pression d'alimentation d'ammoniac, et tous les autres qui vont arriver sur la partie secondaire du process, qui vont être prises par le MEL, par le fluent, donc celui qui est en haut à droite, le NOx. Et de nouveau, comme le régulateur en feed-forward vert fait le suivi de consigne, ne pas oublier de rajouter le F2S pour éviter la double réaction en suivi de consigne et bien laisser le temps au feed-forward de faire le suivi de consigne en évitant que le feedback vienne travailler. Donc le feedback, encore une fois, il prendra les miettes, il va régler les problèmes dus aux incertitudes de modélisation qu'on a fait. Ouais, s'il y a une grande différence de temps de sorte Entre les deux quoi? alors, on met la sur F, pas que le feedback t'embête dans les cas qui te font avoir un travail. Est-ce qu'il y a moyen de juste C'est quoi les deux? Donc, on a une, enfin, des deux constantes de temps, deux F2S, une de F2S et une autre. Mais ce qu'on doit mettre ici, c'est ce qu'on a mis ici. Hein. Donc là, il n'y a pas de différence de constante de temps. Donc, disons que c'est un premier ordre, donc ça c'est les mêmes. La deuxième, tu vas la chercher où? C'est là. Tu veux dire la dynamique de la boucle fermée? Oui. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Si la dynamique de la boucle fermée, alors, ce qu'on pourrait négliger, c'est quoi? Donc, tu veux ne pas mettre celle-ci, en faisant l'hypothèse qu'elle est plus rapide ou plus lente? Ok, on est d'accord. Donc, la méthode numéro 1 dont on a parlé, vous aviez feed-forward méthode 1 jusqu'ici, c'est celle qui est vraiment statique et process. On vient faire des bilans de masse, des bilans de puissance, des bilans stéchiométriques. C'est très process et simplement statique. Souvent, ça suffit tout à fait. Par contre, l'autre approche, si vous n'avez pas l'aspect process et que vous revenez avec la vision de l'automaticien et ou que vous voulez l'aspect dynamique, et qu'on regarde dans un premier temps uniquement le feed-forward en réjection de perturbation, donc encore une fois, d'un exemple à l'autre, c'est bien attention. Ici, par exemple, est-ce qu'on fait du suivi de consigne avec le feed-forward? Non, la consigne n'apparaît même pas. Donc, l'exemple que vous avez ici, c'est ce que vous avez déjà fait 20 fois, comme étant ceci. Ça, c'est les trois fonctions de transfert que vous avez là. La fonction de transfert du process dynamics, la fonction de transfert des perturbations de disturbance dynamics, et le moins H2 sur H1 qui est représenté ici comme étant le rapport des fonctions de transfert et le facteur moins 1 qui apparaît ici. Vous pouvez très bien mettre ici également, c'est pour bien montrer ce qu'est la dérive. Donc ce calcul-là, vous l'avez déjà fait, et vous savez que ceci a comme avantage d'essayer d'arriver à temps pour que la perturbation ne se voit pas sur la sortie. On l'a déjà dit, et on l'a posé comme question à ceux qui sont arrivés en retard, il y a des avantages et inconvénients feedback et feed-forward, qui sont tels que le feed-forward seul, on le retrouvera quasiment jamais, il viendra toujours en complément d'un feedback. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que si vous avez un vrai ou faux, et qu'on vous demande, est-ce que le feed-forward, est-ce que le feedback ne se retrouve jamais seul, mais est toujours là en complément d'un feedback, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est complètement faux. Le feedback peut souvent être seul.
le feed-forward va jamais être seul. Donc, le feed-forward arrive toujours en complément d'un feedback. L'inverse n'est pas vrai. Le taux de réglage simple, c'est un feedback seul, point barre, et il n'y a pas d'office besoin d'un feedback. Ici, on a les deux. Pourquoi est-ce qu'on met les deux? On l'a déjà dit la dernière fois, mais c'est quand même intéressant de revenir dessus. Pourquoi est-ce que je vais rajouter mon feed-forward de réjection de perturbation si j'ai déjà mis un feedback? Prévoir là. Parce qu'on trouve que la réjection de perturbation du feedback seul est trop lente pour respecter notre cahier des charges. C'est la seule raison pour laquelle on a besoin de rajouter notre feed-forward, c'est que le feedback ne s'en sort pas tout seul. Alors, exactement comme vous l'avez vu au labo de régule l'année passée, que vous l'avez implémenté, et on a déjà discuté encore aujourd'hui, et la fois passée, ce qu'on va faire souvent, c'est que les deux fonctions de transfert qu'on a besoin pour réaliser moins H2 sur H1, moins H2 sur H1, et on va vouloir que H2 et H1 soient assez simples. Donc on va modéliser de manière assez simple la dynamique de perturbation et la dynamique du process. Et donc simple, ça va souvent être se satisfaire d'un premier ordre avec temps mort ou d'un deuxième ordre avec temps mort. On va rarement monter plus haut. Si on a une fonction d'ordre plus élevé, qu'est-ce qu'on fait? Approximation. On l'approxime pour la réduire à un ordre 1 ou un ordre 2. Ça, c'est un truc très important dont on a parlé la fois passée, soit avec la méthode de Taylor, soit de Scholarstad, soit il y a d'autres méthodes un peu plus précises, mais qui nécessitent un outil mathématique. Et donc, quelle va être la tête de mon feed-forward si j'ai un premier ordre avec temps mort, un modèle de broyage pour chacune de mes deux fonctions de transfert, dynamique de perturbation et celui de consigne? Quelle est la tête de mon feed-forward? On l'a déjà dit 1000 fois, pour tomber sur un big lag, filtre à avance-retard de phase. Si vous avez un premier ordre pour H1 et un premier ordre pour H2, vous faites H2 sur H1, et puis une constante de temps en dessous qui reste en dessous, l'autre constante de temps qui était en dessous quand vous la versez devient en dessus, donc vous avez un pôle et un zéro. Donc vous récupérez votre big lag, en français filtre à avance-retard de phase. Et donc en général, ce sont ces filtres-là qu'on utilise dans les automates pour faire des feed-forward, pour faire la partie dynamique du feed-forward. Si vous n'avez qu'une partie statique, le feed-forward n'est qu'un gain évidemment, ou bien l'équation non linéaire, l'équation process qu'on a vue juste ici. Et ce lead lag, je vous rappelle également que la fois passée ou la fois d'avant, on a vu comment l'implémenter, soit de manière numérique, avec des équations récurrentes, soit comment le construire à partir d'un intégrateur et d'un filtre de premier ordre, où je ne sais pas exactement ce qu'on a fait. Il y a une version aussi. Avec les capons. Donc, la dynamique du feed-forward, ce sera ça, et on rappelle bien la condition d'existence, la condition de réalisabilité du feed-forward. On l'a rappelé tout à l'heure, les ordres, on disait tantôt, et pour le temps mort, que le temps mort du process soit plus rapide que le temps mort de la perturbation. C'est intuitif, et mathématiquement, si ça cale, qu'est-ce que ça vous donne? Que la différence des deux temps morts, que je vais implémenter dans le feed-forward, est irréalisable, parce que ça vous donne un temps mort négatif. Ça, c'est des choses dont on a beaucoup discuté l'année passée aussi en régulation. Donc voilà ce que ça vous donne quand chacune des deux fonctions de transfert, celle du process et celle de perturbation, est un premier ordre de temps mort. Le feed-forward devient un gain, un lag et un temps mort, qui est la différence des deux temps morts si elle est positive. Évidemment, comme vous voyez ici, si vous avez des ordres plus élevés, vous pouvez prendre la même idée. C'est juste plus embêtant à implémenter. Donc en général, on va se contenter, si on a des ordres trop élevés, de les ramener vers des ordres 1 ou 2. Mais de manière générale, ceci simplement partie. On prend l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec la désurchauffe de vapeur. Et je vous ai dit qu'on allait venir caler un feed-forward. Là, vous allez voir qu'ici, cette régulation est tellement importante. On doit vraiment régler de manière très précise la température de sortie vapeur pour des questions de sécurité, pour des questions de rendement, pour des questions de vieillissement de l'installation. On peut calculer la perte de rendement de la chaudière en fonction de la température vapeur. Chaque degré plus bas que la consigne, donc on est dans les ordres de grandeur, ça dépend des générations, mais on est entre 540 et 650 degrés de température vapeur. Et bien pour chaque degré plus bas, on perd environ un dixième de %. C'est énorme, une machine qui travaille à 1, qui produit 1 gigawatt d'énergie. Donc la température doit être très bien réglée pour les questions de rendement de l'installation, pour les questions de vieillissement aussi. À votre avis, c'est quoi le problème de vieillissement si je ne règle pas bien ma température? C'est le problème de goutte d'eau.
Premier de goutte d'eau, vous avez dit ce que vous sentiez. Oui, il y a ça, c'est vrai. Ça, c'était pour T1 plutôt, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est, on risque de péter tout derrière. Mais si ma température vapeur est trop élevée par rapport à la consigne, c'est quoi le problème? Si le rendement, si elle est trop basse, le rendement est affecté. Si elle est trop haute, ouais, qu'est-ce qui est sensible à la température là-dedans? Les élèves. Ben, ce sont des métaux, et ces métaux-là, si vous montez trop en température, vous rentrez dans les zones de stress pour lesquelles, et en fonction du couple pression-température, ils commencent à perdre de la durée de vie. Et donc, il faut absolument éviter de dépasser certaines températures, à tel point que si on les dépasse, l'installation se met en protection et déclenche. Et là, vous êtes viré. Et donc, je disais, c'est tellement important qu'il faut y mettre des éléments de régulation. Et bien ici, voilà les perturbations principales qui apparaissent sur cette régulation. Si j'ai un débit de vapeur QS plus important, ben, je peux réagir directement avec mon organe de réglage qui est ma vanne de surchauffe, mon débit de surchauffe en augmentant. Encore une fois, c'est simplement un débit. Si j'ai plus de débit de vapeur qui arrive et que je veux que la température de sortie ne soit pas affectée, ben, il faut que j'augmente mon débit d'eau dans la même proportion. Si le CP était constant, si l'enthalpie était constante, blablabla, on va faire cette approximation aussi. La pression de vapeur, elle va aussi intervenir parce que justement son enthalpie va dépendre de sa pression. Et donc vous pouvez avoir un même débit de vapeur avec une enthalpie, une pression différente et donc une enthalpie différente, ce qui fait que vous avez besoin, pour revenir à la même enthalpie de consigne, une température de consigne en sortie, une quantité différente d'eau. Donc de nouveau, la pression de vapeur va directement exiger une réponse sur la désurchauffe. Et les deux autres exemples que vous voyez ici, ce sont ceux dont je vous parlais. Pour les perturbations qui sont en aval de T1, et bien là, on a le débit de fumée et la température de fumée. Et donc, tout ceci, ces quatre perturbations, c'est clair qu'elles vont affecter T2 avec une certaine dynamique. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est identifier ces quatre dynamiques et rajouter 4 feed-forward, et les intégrer dans un gros régulateur. On peut très bien l'exploser pour faire apparaître la structure de régulation et les 4 feed-forward. Donc, vous avez en noir ici la partie process, autrement dit, vous connaissez ici quoi comme grandeur? Donc, si j'ai la partie rapide, la partie lente et toutes les autres qui arrivent, j'ai quoi comme grandeur ici? Regardez la structure de réglage. Mon MV, c'est quoi? L'ouverture de Quoi? l'ouverture de. La consigne de position de la vanne. Et puis vous avez la cascade qu'on avait déjà devant qui utilise T1 avec son esclave. Le maître qui utilise T2. Et vous voyez ici les perturbations, donc le H2. J'ai un 1H2, un deuxième H2, un troisième H2, un quatrième H2. J'ai 4 dynamiques de perturbation. Et bien on peut parfaitement coupler ça pour avoir 4 régulateurs en feed-forward. Vous avez ici en vert les 4 feed-forward, chacun qui va compenser la perturbation. Ça peut parfaitement se compenser comme ça. Donc on a une structure de réglage avec plein d'éléments. Quelle est la chose à laquelle il faut faire attention, à votre avis, quand on fait ça? Un bon choix de feed-forward, enfin, un signal qui peut être utilisé pour en faire un feed-forward, il faut quand même faire attention à quelque chose. On a déjà dit qu'il peut être mesurable, c'est vrai. Et ici, vous voyez que les 4 mesures qui sont utilisées pour faire du feed-forward, on les intègre dans la structure de réglage, mais en fait, il faut quand même faire un petit check a priori avant de l'utiliser dans la structure de réglage. Les ordres, leur global, non? Quoi? Oui. Ça, c'est pas encore un problème. Cette notion d'interdépendance, c'est pas laquelle, c'est toute la question de dépendance. Quelle est la condition pour utiliser un feed-forward? Anticausal. Hein? Anticausal. Non. Quelle est la condition pour utiliser un feed-forward proprement et qui n'est pas d'emmerde? Tout ce que vous avez prévu théoriquement se passe bien. Oui, ça, on en a parlé. La dynamique de la dynamique. Il faut que ce soit une perturbation indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il ne faut pas que lorsque vous changez la variable réglée, le MV, ça influence les perturbations. Qu'est-ce que vous faites s'il y a ça, en réalité? En réalité, vous avez une boucle en plus que vous ne voyez pas. Si les perturbations que vous utilisez comme signal d'entrée du feed-forward ne sont pas des perturbations indépendantes, mais qu'elles sont fonction de ce que vous réglez,
Et en réalité, vous réglez quelque chose qui va du coup modifier la perturbation, qui va du coup rentrer dans le feed-forward pour changer ce que vous voulez régler, qui va du coup perturber la perturbation, qui du coup revient dans la perturbation, et vous voyez bien que vous avez une boucle en plus que ce que vous avez créé, et ça peut foutre tout à fait des problèmes. Donc, il faut faire attention, le feed-forward, il faut qu'il soit le plus indépendant possible de la variable que vous contrôlez. C'est aussi une condition pour bien choisir un feed-forward. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir des problèmes avec des trucs qui commencent à osciller, parce que vous avez une boucle dans la boucle que vous n'avez pas vue. Et donc, faites attention, dans toutes les hypothèses qu'on fait ici, la perturbation, elle est censée être indépendante de cette partie ici du process. Si vous avez ici quelque chose tel que le FV vient indirectement perturber ça, tout ce que vous faites ici est à foutre à la poubelle. Ouais. Vous avez un exemple de ce Dans les plein. Donne-moi un domaine d'application. Confiserie, chimie, thermodynamique. le papier. Quoi? Le papier. Alors, le papier, c'est un très bon exemple. Mhm. J'ai failli vous dire tantôt, et je n'ai pas dit en disant ils ne vont pas le voir. Qu'est-ce qui pourrait se passer comme problème ici? Il y a une des variables pour lesquelles je vous ai dit c'est indépendant parce que, et vous avez peut-être entendu que je l'ai dit de moins en moins fort parce que je n'étais pas très fier de ce que je dis. Ça répondra parfaitement à la question. Il y en a un ici qui est un peu faiblard dans les deux feed-forward en réjection de perturbation. Où sont les deux signaux de feed-forward réjection de perturbation? Ce sont les deux perturbations de la vitesse et la densité. La densité, effectivement, on peut supposer qu'elle est assez indépendante. Par contre, la vitesse, c'est pas tout à fait vrai. Quand vous allez foutre plus de masse dans la pâte à papier, ben, vous avez une autre régulation qui, elle, va commencer à gérer la vitesse pour essayer de faire d'autres choses, étendre le papier, des trucs comme ça. Et cette régulation, elle va revenir et influencer la vitesse. Donc ça, c'est un exemple pour lequel ce choix-là, en feed-forward, c'est peut-être pas le meilleur choix. Quand c'est ça, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de découpler les trucs en ralentissant un filtre passe-bas pour essayer que ce couplage ne soit pas assez rapide, ne soit pas trop rapide. Autrement dit, si, lorsque je change la variable process, la variable d'action de mon process, c'est-à-dire la vitesse de ma pompe, s'il y a une influence sur la machine qui, du coup, perturbe ce que règle ma vitesse, et que, du coup, ma vitesse est adaptée en fonction de ça, eh bien, vous avez une boucle en plus que celle que j'ai dessinée ici, qui est que ceci va venir influencer ceci. Quand c'est ça, et qu'on veut malgré tout l'utiliser en feed-forward, on va rajouter ici un filtre passe-bas. Mais en rajoutant un filtre passe-bas, qu'est-ce qu'on fait? On dégrade aussi la réjection de perturbation due à cette variable-là. Donc on peut l'utiliser plutôt en notion de point de fonctionnement pour compenser des non-linéarités. Si vous voyez que c'est un produit, donc c'est une non-linéarité. Donc ça devient plutôt de la compensation de non-linéarité que du feed-forward. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. La perturbation, par définition, la perturbation, elle est censée être indépendante de ce que vous réglez. Ce n'est pas toujours le cas. Quand ce n'est pas le cas, ben voilà, le genre de choses qu'on doit faire. Où est-ce qu'on en était avec ceci? On était occupé à parler de ceci, et on avait fini cet exemple-ci. Blablabla, on en a parlé 5 fois aujourd'hui, et donc on est bon. Alors, petite remarque par rapport à ce qu'on a fait, je parlais tout à l'heure des approximations de fonctions. Quand on dit que si le temps mort du système est plus long que le temps mort de la perturbation, ben, on n'est pas causal, et donc on peut pas implémenter le temps mort, mais en fait, ça fait un temps mort négatif. Ce qu'on peut faire des fois, c'est comme vous l'avez vu avec Taylor la semaine passée, c'est approximer le temps mort négatif. Et approximer le temps mort négatif, ça vous donne un 0 en plus. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, c'est l'approximation de l'exponentielle au premier ordre avec le développement de Taylor, et au premier ordre avec que le numérateur. Et bien ça, c'est quelque chose qui permet de faire une erreur de feed-forward plus petite. Donc si votre feed-forward a un temps mort qui est la différence des deux temps morts qui est négatif, soit vous l'annulez, mais alors vous acceptez de faire cette erreur-là. Et vous savez que la compensation ne sera pas parfaite. Soit vous pouvez approximer ce temps mort irréalisable, et c'est ce qu'on peut faire ici. Donc ça, c'est une manière d'essayer de faire une erreur sur le feed-forward plus faible que de négliger le temps mort non réalisable. Ça fait lien avec les approximations de fonctions dont on a parlé la fois passée. Et tout le reste, on en a déjà
parler en long et en large. Ça sont les différentes réflexions dont on a parlé. Et je ne vois pas grand-chose à rajouter ici. On en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. Et la bande noire, c'est pas grand-chose. Ah si, je vois parler d'initialisation là. Il y a quand même une chouette petite réflexion à faire. Alors, je n'avais pas prévu de vous en parler. Je vais évidemment avoir du mal à trouver ce métier. Mais je vais pouvoir l'expliquer. Ah oui, c'est ça. En parlant de l'initialisation des feed-forward, voilà le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Alors, il n'y a aucune raison de le faire, mais je vous le dis parce que je l'ai déjà vu et que ça fait des dégâts. Le régulateur, le feed-forward, et du coup le MV, l'action de test. Un feed-forward implémenté sur une régulation de je ne sais plus très bien quoi, mais ce n'était pas tellement important. Gestion de perte de mesure, qui avait été mal faite, mais la gestion de perte de mesure, elle a quoi pour objectif? Et ici, j'ai une perturbation mesurable, on l'a dit. Elle doit donc être mesurée. Qu'est-ce que vous prévoyez dans la structure de réglage, dans le conditionnement des régulateurs, dans une implémentation propre, pour continuer à tourner si votre mesure utilisée pour le feed-forward devient erronée? Vous avez un arrachement de câble, elle est plus bonne, celle-là ou d'autres raisons, et du coup, vous voulez continuer à travailler. Alors déjà, remarque importante, il s'agit de la mesure utilisée par le feed-forward. Si elle est plus disponible, est-ce que vous devez arrêter l'installation? Sûrement pas. Le feed-forward, ce n'est qu'un élément en plus qui vient améliorer la qualité de la régulation. Mais je ne vois pas un seul exemple pour lequel on dirait, si ma mesure de feed-forward n'est plus disponible, je ne peux plus utiliser mon feed-forward, j'arrête mon installation. Il n'y a aucune raison de faire ça, vous pouvez parfaitement continuer. Le feedback tout seul devrait s'en sortir. Donc, comment est-ce que vous allez prévoir la gestion de cette perte de mesure? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Avoir un switch. Quoi? Avoir un switch. Un switch en amont ou un switch en aval? Quoi? Ça ne revient pas au même. Hein? Je demande si ça ne revient pas au même de mettre en amont ou en aval. Je te demande en amont ou en aval. Sachant qu'il n'y a plus de mesure, En amont. ton régulateur, il ne sait plus utiliser la mesure. Donc ça paraît quand même logique de dire je dégage le régulateur. Alors il y aurait moyen de le mettre en aval, on va en parler après en amont, mais c'est un peu bizarre. Le plus logique, c'est de dire si j'ai plus de régulation, je dois ici basculer sur autre chose. En fait, je fais un auto-manu de mon feed-forward. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez une gestion de perte de mesure? Vous basculez sur le manu, vous avez prévu quoi comme valeur? On le désactive. C'est horriblement con, hein. C'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire, hein, ça. Et ça, effectivement, crée des problèmes. Ah, parce qu'il va s'envoler. Mais cette idée est complètement conne. Qu'est-ce que vous devez faire quand la mesure de perturbation n'est plus disponible? C'est effectivement éjecter le feed-forward. Je suis d'accord, celui-là ne peut plus travailler, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut foutre le brin sur l'autre, sur le feedback. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quoi? Adapter les saturations. C'est pas une question de saturation. Envoyer une consigne Non. Exactement. Il faut geler la dernière valeur du régulateur. Comment est-ce qu'on fait ça? Dans les automates, en fait, c'est très simple. On fait ça, encore une fois, on fait ça, on fait ça, et on fait ça. Et surtout pas ça. Et donc, le switch, en fait, il va recopier à chaque fois la dernière valeur qu'il avait. C'est une manière, on en a déjà parlé, de faire une mémoire, en fait, ça simplement. La valeur, c'est celle qu'elle avait. À chaque temps de cycle, on vient la décaler. Et donc, en faisant ça, vous désactivez le régulateur, mais vous avez prévu l'anti-choc de déconnexion du feed-forward. Et donc, vous avez remplacé le feed-forward par une constante. C'est logique, hein? En réalité, la plupart du temps, le feed-forward, c'est lui qui fait quasiment toute la mesure, pardon, toute la plage de réglage. Et donc, on est plutôt avec un ordre de grandeur. On a ici une valeur de 90%, et ici une valeur de 5 ou 2%, enfin quelques pourcents. Vous le savez, le régulateur ici, il est censé faire juste les restes que l'autre n'a pas réussi à faire. Et donc, qu'est-ce que vous faites si vous faites la première solution? Vous avez 90% en sortie du feed-forward, je le déconnecte, donc je l'enlève. Donc, je fous 0 à la place. Paf, vous aviez ici 95%
en sortie de régulateur, vous avez une perte de mesure, il faut la gérer, il faut continuer à vivre avec, il y avait moins de vivre avec, sauf qu'à cause de ça, parfois on est passé de 95 à 5%, ben, ça a créé tous les problèmes qui ont mis l'installation à l'arrêt, qui ont fait de la casse, etc., etc. Tout simplement pour une valeur mal mise. Donc c'est clair que, en parlant d'initialisation et de conditionnement des régulateurs et de gestion des pertes de mesure, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Désactiver le régulateur en feed-forward, c'est pas le forcer à zéro, c'est le geler, c'est de garder sa dernière valeur. Et du coup, on doit aussi prévoir ce qu'il faut pour quand il revient bon. Parce que probablement que 2 heures après, ou 5 jours après, ou 6 mois après, lui, il continue à tourner. Et comme il est tout seul, si vous avez un point de fonctionnement, lui, il aura à peu près ses 95% ici. Et donc, il faut faire attention que si lui, vous allez garder ces 90% ici, eh bien, il va falloir faire ici un préconditionnement de celui-ci, de manière à essayer que la somme des deux ne soit pas affectée. Donc, attention, prévoir des basculements sans choc dans l'activation et la désactivation des régulateurs, qu'elles soient volontaires, manu auto manu, ou involontaires, avec des forçages, des tracks, des désactivations de régulateurs. C'est toujours exactement la même idée. Quand on change de mode, qu'on active ou qu'on désactive un régulateur, il faut que l'effet global n'en soit pas affecté, autrement dit, ne pas créer de choc sur ce qui continue à tourner. Oui. Oui. Mais du coup, en fait, c'est vous gardez la dernière valeur de mettre pour moi. Mais si maintenant la perturbation elle n'agit plus, avec cette valeur-là. Si elle agit plus, j'ai plus de feed-forward, je m'en fous. J'ai plus de mesure de feed-forward, donc effectivement, mon feed-forward ne travaille plus, donc je serai moins bon en réjection de perturbation que quand j'avais le feed-forward. Oui, ça, évidemment. On a gelé la dernière valeur. Ouais. Ben, on ne voit plus forcément ce qui est. Enfin, le feed-forward, il n'agit plus, il n'y a que la dernière valeur. Ouais, je ne peux plus utiliser le feed-forward, j'ai plus de mesure de perturbation. Et mais si ce que vous dites, c'est qu'on va ajouter juste la dernière valeur du feed-forward. Mais si à ce moment-là, dans le système, il n'y a plus cette perturbation cible et qu'on a gardé la valeur du mais feed-forward. ne plus avoir une perturbation, c'est une perturbation. J'avais une perturbation et elle disparaît, c'est une perturbation négative. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui seul qui va faire la réjection de perturbation. Et donc, ça sera moins bon que quand lui était connecté, c'est tout. Mais ça, on doit vivre avec. Puis j'ai compris sa question. C'est-à-dire, c'est si le feed-forward, au lieu de sortir 90%, d'un coup il sort 0, et la valeur que vous copiez, c'est pas 90%, mais c'est 0. Tu as une perte de mesure qui fait que la mesure passe à 0. Moi, en fait, j'ai la perte de mesure, mais on a déjà désactivé le feed-forward. Et du coup, on est dans le côté manu. On a gelé la. On est dans ce truc-ci, vous avez gelé la dernière valeur. Oui, mais la dernière valeur, je l'ai gelée, elle était encore bonne ou pas? Elle était encore bonne en ce moment. Alors, c'est mon contexte, c'est mon scénario. Mais, je crois peut-être à partir d'un certain temps, la perturbation ne lâche plus. Ouais. Et on a toujours ce défaut dans le feed-forward. Ouais, Et qu'on est toujours à la dernière valeur qu'on avait gelée, mais normalement. la disparition de la perturbation est une perturbation, c'est lui qui va la gérer, c'est tout. Et alors, ton exemple est intéressant. Des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute volontairement ici un petit délai de quelques temps de cycle, et donc c'est tout à fait transparent pour la dynamique du système qui est beaucoup plus lente, de manière à ce que, si jamais le défaut arrive, on bloque en fait la mesure avant défaut. Donc on rajoute ici un temps mort, pour que quand la mesure est vue en défaut, on est sûr qu'on ait bloqué une valeur qui était encore bonne. Ça, c'est ce qu'on fait dans certains cas. Donc, revenons sur ce qu'on disait. On va travailler sur la deuxième méthode de génération des feed-forward. La première, c'était la méthode process et statique. Elle va directement s'inspirer des lois de conservation de masse, d'énergie, bilan stéchiométrique, etc. Et en général, elle est pleinement statique. Mais elle a l'avantage d'être non linéaire et très process, donc souvent très précis. La deuxième, on est sur les aspects dynamiques. C'est celle que vous avez implémentée au labo de régule l'année passée. Et qu'est-ce que vous avez fait, et c'est ce dont on discute ici pendant un ou deux slides, pour vérifier que votre feed-forward était bon? Est-ce que vous avez vérifié que votre feed-forward avait été bien tuné? Ouais. Oui, mais il y a quelque chose à dire en plus. Sachant que le feed-forward ne s'utilise jamais seul, si vous voulez faire un essai vraiment critique, objectif, pour valider la qualité du feed-forward seul, qu'est-ce que je vais faire? Désactiver le feedback s'il existe,
faire, si vous avez l'affaire, ou attendre, si c'est une perturbation non commandable, une perturbation. Et là, vous allez pouvoir voir si l'effet de la perturbation se ressent sur la sortie ou pas. Si le feed-forward est parfait, qu'est-ce que vous devriez voir sur la sortie? Rien. Si le feed-forward n'est pas bon, et vous avez plusieurs manières de le voir. Premier scénario, celui-ci. Vous avez que lorsque la perturbation arrive, eh bien, l'effet de la perturbation se ressent, mais, je vous disais, même en régime permanent. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'il y a sûrement comme erreur dans le feed-forward, une erreur sur c'est le gain statique du feed-forward, qui est lui-même le rapport des gains, process et perturbation. Si à l'équilibre, après l'apparition de la perturbation, vous ne revenez pas sur la consigne, ça montre clairement que le gain n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on sait facilement valider un feed-forward, voire même le corriger. On peut très bien, c'est souvent le cas, on fait ça, et puis on dit ben, le gain est trop petit, je vais l'augmenter de 20%. Et souvent, on ne prend pas le temps de dire pourquoi est-ce que je lui mets un gain qui est 20% trop petit. Est-ce que je me suis trompé dans l'estimation du gain de mon process, du gain de ma perturbation? En général, on s'en fout, c'est bon, on demande 20%, paf, je tape 20% et on fait cette session. Donc ça, c'est si vous avez une erreur sur la traînée finale, et donc vous voyez que vous ne revenez pas en régime permanent, il y a donc un problème sur la partie régime permanent du feed-forward, c'est la partie statique. Autre exemple, si vous avez ceci, vous revenez bien en régime permanent, mais vous avez un gros problème au début, il répond pas bien, et puis il répond enfin. Ça, typiquement, c'est comme s'il faisait rien, il fait enfin quelque chose. Ça, c'est si vous avez un problème sur le temps mort du feed-forward. Et c'est typiquement ce que vous avez si vous avez été obligé de négliger le temps mort parce qu'il était irréalisable. Et parce que le process n'arrive pas à passer assez vite pour arriver à temps pour la compenser. Et donc là, si vous savez que ça vient de l'approximation du temps mort, ben vous devez vivre avec. Bien revenir sur l'idée précédente de faire une approximation du temps mort réalisable par Taylor et rajouter un 0 dans le feed-forward. Soit, vous pouvez dire, du coup, je vais diminuer mon temps mort pour essayer de réagir plus vite. Ceci montre que le temps mort du feed-forward est trop lent, donc est trop long. Et ça, c'est si vous avez typiquement des erreurs sur les constantes de temps, et que la constante de temps, donc vous êtes trop lent pour réagir, donc que les constantes de temps du dénominateur du feed-forward sont trop petites, ou bien que les constantes de temps du numérateur sont trop grandes. Je viens de dire l'inverse de ce que je voulais dire. Que les constantes de temps du dénominateur sont trop grandes, du dénominateur sont trop petites. Donc ça, ce sont trois cas vraiment très clairs pour identifier qui est mauvais dans la fonction de transfert. En réalité, ce que vous avez, c'est toujours un mix de ces trucs-là. C'est ce qu'on vous met ici en bas. Donc, il faut essayer de retrouver un petit peu ces trois, comment est-ce qu'on dit ça, ces trois emprunts d'erreurs qui sont l'erreur sur la traînée finale, celle-là est facile, l'erreur sur le début qui vient plutôt du temps mort, et l'erreur transitoire lent qui vient plutôt de la dynamique polynomiale pour des constantes de temps. Il faut essayer de retrouver un peu ces trois têtes-là dans une figure qui en fait est un mélange. Dernière remarque pour vous dire à propos du feed-forward que souvent il est statique naturellement. Ça fait référence à quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Même si vous vouliez répondre des dynamiques, il arrive très souvent que ah tiens c'est bizarre, j'ai un feed-forward statique. Parce que les deux dynamiques se compensent. H1 et H2 se compensent, ça veut dire quoi? H1 égale H2, perturbation de charge. Vous savez donc que la dynamique de perturbation est égale à la dynamique du process. Donc très souvent, vous amusez à faire votre calcul et puis vous dites, en fait, c'est tellement rapide, c'est quasiment 1. Ah bah oui, en fait, maintenant que j'y pense, c'est vrai, les deux dynamiques sont quasiment semblables. Ah bah oui, en fait, la perturbation, maintenant que j'analyse le process, j'aurais pu le dire avant, c'est une perturbation de charge, j'aurais pu gagner 2 heures, j'aurais pu gagner des tests, etc. Exemple très courant, je vous disais, ben, en voilà un. Encore une fois, qu'on retrouve dans les chaudières, dans les générateurs de vapeur, etc. Une régulation qui est fondamentale, encore une fois, pour la protection de l'installation, pour son rendement, pour sa flexibilité, etc. C'est ce qu'on appelle le réglage du niveau ballon. Donc un ballon, c'est en fait un gros tank qui souvent a une tête cylindrique. Vous avez un niveau bleu dedans, et ce ballon, dans une centrale, c'est des séparateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a mis de l'eau. En bas, on a de l'eau qui sort, qui passe dans un générateur de vapeur qui reçoit les calories.
que ce soit des calories de combustion, parce que vous êtes en train de brûler un combustible dans la chaudière, que ce soit de la récupération de chaleur, comme ce que vous avez pour une centrale à cycle combiné, pour lequel ce sont des fumées de la turbine à gaz qui viennent apporter de la chaleur dans votre chaudière pour augmenter le rendement de l'installation. J'ai entendu que vous alliez probablement aller visiter la centrale de Flémal dans quelques semaines. Ben, c'est exactement ça. Vous avez ici une turbine à gaz qui crée sa propre électricité, mais vous avez des fumées chaudes ben, qui, jusqu'à il y a 30-40 ans, étaient à l'atmosphère, et donc on avait un rendement d'une trentaine de pourcents. Maintenant, on récupère ces fumées-là, on les fait passer dans une chaudière, pour récupérer ces calories-là dans la vapeur et in fine faire de l'électricité avec une turbine à vapeur, ben, on est passé à maintenant des rendements 63-65%, ce qui change évidemment tout au niveau financier, écologique, etc. Et donc je disais, si on passe de cet échangeur qui va venir récupérer les calories, comment ça s'appelle ce machin-là? C'est quoi cet échangeur-là? Monsieur Vadendorn, vous voyez qui c'est? Un beau costume, une belle cravate. Et ça, c'est ce que vous appelez l'évaporateur d'une centrale. Ici, vous avez aussi des échangeurs qui récupèrent la chaleur des fumées. C'est ce qu'on appelle souvent des économiseurs. Ils ne sont pas au même endroit, ils ne sont pas dans le même matériau, blablabla. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Vous avez ici la vanne qui va régler le débit d'eau qu'on va aller alimenter. Vous avez ici l'évaporateur qui va transformer l'eau partiellement en vapeur. Et donc, vous avez ici de la vapeur qui est disponible pour ensuite aller actionner une turbine à vapeur qui va être connectée à votre générateur qui va créer de l'électricité. Et ici, vous avez une ou plusieurs soupapes d'admission. Cette soupape d'admission, en général, elle est en réglage, en régulation de puissance électrique. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais on va dire que c'est ça. C'est là, je m'en fous. Et donc, pour mon ballon, ça veut dire que c'est une perturbation. Et donc, la régulation du niveau ballon, elle va se faire avec quoi comme structure de réglage? On revient dans notre contexte. On va avoir une mesure de niveau, un L ou un LC, qui va venir actionner notre vanne ici, sauf qu'on sait que si on fait ça, ben, la régulation est trop lente. Et donc on doit améliorer la qualité de la régulation. Qu'est-ce que vous proposez comme structure de réglage pour améliorer la qualité de la régulation? Quoi? Hein? Structure en cascade. Une cascade, avec quoi? Quelle est la variable que vous allez utiliser pour faire une cascade? Vous dire juste une cascade, je sais rien faire avec. Hein. Une 22. Un débit. Et c'est effectivement ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On a en réalité une mesure de débit ici, un F ou un FC. Cette régulation de niveau est en mètre de la régulation de débit qui, elle, vient piloter la vanne. Pour les raisons qu'on a évoquées, moindre sensibilité à la non-linéarité de la vanne, moindre perturbation à la pression d'alimentation, etc., etc., etc. Mais on est en train de parler du feed-forward ici. À votre avis, quelle est la grosse perturbation sur le niveau? Qu'est-ce qui fait que le niveau va brusquement diminuer? Ben, le fait que ma turbine, tout d'un coup, demande plus de vapeur. Et donc, si brusquement, j'ai un débit vapeur ici, qui est mesuré, évidemment, vu que je veux l'utiliser en feed-forward, qui augmente, parce que je veux brusquement produire plus d'électricité, eh bien, ce débit vapeur va venir être utilisé également en feed-forward, et donc va aller en amont de mon esclave. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans cet exemple-ci alors qu'on en a déjà fait build? À votre avis, quelle est la fonction de transfert de mon feed-forward ici? C'est 1. Pourquoi? Bien parce que quand mon débit ici me dit que j'ai une variation de 10 kg par seconde, qu'est-ce que je dois demander ici en entrée pour compenser cette perturbation? 10 kg par seconde. C'est logique, si j'ai 10 kg par seconde de vapeur qui sort, si je veux garder mon niveau, ben je dois compenser ce qui sort en le faisant rentrer, et donc je vais faire rentrer 10 kg par seconde. Donc mon signal de feed-forward est égal, mon signal de mesure feed-forward peut directement être injecté dans ma structure. En fait, ça revient au même que de me dire que j'ai ici un régulateur en feed-forward qui vaut 1, parce que c'est un exemple où ceci est une perturbation de charge. La nature de ma perturbation est un débit de sortie, ok, mais c'est un débit, c'est comme si c'était un débit d'entrée négatif, c'est exactement la même chose. Mon système, je le pilote en commandant un débit d'entrée grâce à ma cascade, et donc c'est bien la même nature, et donc j'ai bien que cette perturbation de charge, ce qui explique que
on ait un régulateur qui soit statique et qui vaut simplement 1. Donc si dans une structure en feed-forward, vous ne voyez pas le feed-forward, ben, en fait, c'est parce qu'il vaut 1. On ne s'amuse pas là. Donc ça, c'est un cas très courant, parce que c'est ce que vous avez quand on a des perturbations. Alors, on en a déjà parlé. Vous voyez pour la première fois ici apparaître le terme de feed-forward de consigne, même si c'était déjà caché dans les exemples précédents, parce que ça a naturellement mélangé, on l'a déjà montré assez souvent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici dedans? On en a parlé, c'est F fois H-1. De nouveau, faire attention à l'inverse de H, on en a déjà parlé. Donc, j'avais le H-1 mélangé le F. Et attention, il faut les réaliser en main. Le petit pointier que vous avez autour, c'est ma remarque de tout à l'heure. F tout seul est toujours implémentable. H-1 quasiment jamais. On implémente F H-1 pour que ça soit implémentable. Et c'est même en général plus fort que ça, c'est on choisit F pour que F H-1 soit implémentable. Donc on met dans F le nombre de pôles qu'on a besoin pour que F H-1 soit réalisable. Le filtre orange qui arrive là, c'est celui qui évite le double coup et qui dit au régulateur en feedback, le régulateur PID qui est en bleu, attention à ton frère qui est en train de travailler en parallèle, laisse-lui travailler, laisse-le faire son rôle et tu viendras que pour ce qui n'est pas nécessaire. Donc encore une fois, plusieurs éléments de structure de réglage, il faut bien coordonner ensemble. Prochain élément de structure de réglage qu'on verra la fois prochaine, parce qu'il y en a encore quelques-uns, c'est la notion d'override, notion de contrainte. Là, on va voir qu'une voie de un organe de réglage peut être amené à régler plusieurs choses. On va voir qu'une vanne doit régler une température sur sa consigne, et une pression sur sa consigne, et un pression sur sa consigne, et. À votre avis, il y a bien un endroit où ça va bloquer, ça. Il y a beaucoup de chances que ces objectifs soient contradictoires, et donc on va avoir une notion de priorité. Et donc, quand on va parler d'override, en fait, le terme override veut dire qu'on vient prendre la main sur la voie de régulation principale. Et donc, on va discuter des structures de réglage pour lesquelles on a une voie de régulation principale, mais on doit quand même respecter certaines contraintes de manière à essayer de ne pas le dépasser. C'est une manière d'essayer de tenir compte de contraintes process et laisser la régulation principale jouer tant qu'elle ne va pas se battre contre des contraintes. C'est la manière classique de gérer ces contraintes. Avec les automaticiens, on est en train de parler de MPC pour lequel on l'intègre directement dans le régulateur. Et si on l'intègre dans la structure de réglage, c'est différent comme approche. Mais donc ici, on va voir l'approche classique de gestion de contraintes, d'override dans les régulations. Et puis on aura encore du mid-range, et quelques autres éléments de structure de réglage. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait ici?